Bonjour, ici Gianna et dans le cadre toujours de mes entrevues inspiration, aujourd'hui je fais une entrevue avec une femme extrêmement inspirante, une femme qui a lutté presque toute sa vie et qu'elle lutte encore pour la parité homme-femme. Elle est la fondatrice et la présidente d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle Gouvernance au féminin. Alors, je m'en vais faire une entrevue avec la femme d'affaires Caroline Coty. Et vous allez voir, vous allez être tellement inspiré par ce qu'elle va dire. Vous allez être inspiré aussi par son professionnalisme et aussi par sa beauté, parce qu'elle est vraiment très belle. Alors, à tout de suite! Allez. Et merci vraiment, vraiment, Caroline, d'avoir accepté mon invitation pour cette entrevue inspiration. Alors, je sais que tu es la présidente et la fondatrice d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle la Gouvernance au féminin, qui a été créé en 2010, je crois. Exactement. Mais avant de voir cette belle mission de cette belle entreprise, j'aime toujours reculer en arrière pour avoir un aperçu sur l'enfance de cette femme-là. Je sais qu'on a des choses en commun toutes les deux. Moi, je suis libanaise, tu l'es. Tu avais 7 ans quand la guerre a commencé, j'avais 9 ans. Tu as quitté à 17 ans, j'ai quitté à 19 ans. Donc, Ah, on s'est suivi de près. quelle sorte d'enfance que tu as eue, puis comment tu as vécu cette période-là jusqu'à 17 ans au Liban, là? Alors, écoute, ça a été effectivement une période comme je veux dire, de toutes les personnes qui m'ont passé en entrevue, je pense que tu es celle qui peut le mieux comprendre que c'était une période assez instable, assez complexe. Mais en même temps, je pense qu'avec le recul, je me dis c'est quand même extraordinaire combien on avait des familles résilientes, optimistes, capables de surmonter des périodes extrêmement troubles, Incroyable. incroyable. Et je pense qu'il faut l'avoir vécu pour pouvoir comprendre ce que c'est que de vivre dans des abris ou que de vivre sans électricité ou tout simplement avec l'inconnu et ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain. Mais je pense que ce qui nous forge, nous les Libanais, c'est vraiment cette bonne humeur, cet optimisme, ce positivisme qui fait que de manière assez intrinsèque et naturelle, on est capable de prendre les choses qui nous arrivent et d'essayer de relativiser et d'essayer de rester quand même, je dirais, focusé sur l'avenir. Et en ce qui concerne ma famille, en tout cas, j'ai été vraiment élevée avec beaucoup de détermination de la part de ma mère qui me disait toujours, qui estimait d'après elle que j'étais son petit génie et que tout ce que j'allais faire, j'allais le réussir, etc. Elle m'a parlé de ça à un très, très jeune âge, ce qui fait que certaines problématiques qui frappent beaucoup de femmes, comme le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, la difficulté à sortir de sa zone de confort ou à surmonter ses peurs, ça, ce ne sont pas du tout des problèmes qui ont pu m'atteindre à moi, tout simplement parce que très jeune, ma mère m'a habituée à ça. Et je pense que la confiance que mes parents, les deux, mon père comme ma mère, m'ont démontré en acceptant que je vive seule à Paris à l'âge de 17 ans, c'est quand même assez énorme. Et ils ont fait ça vraiment parce qu'ils estimaient que c'était plus sûr pour mon avenir que d'être seule à Paris et de devoir me débrouiller, que d'être dans un Liban déchiré par la guerre et les conflits, de ne pas pouvoir aller à l'école, de pas pouvoir avoir une vie normale. Et Mhm. finalement, à Paris, ça a été une époque extrêmement riche en apprentissage, en prise de risque. Et puis, en anglais, on dit swim or sink. Donc, il faut nager ou couler. Et j'ai vraiment décidé de surfer la vague et ça m'a bien convenu. Mais alors, c'est ce que je me doutais aussi que tu avais eu cette enfance-là où est-ce que tu pouvais t'exprimer, tu pouvais extérioriser tes sentiments et ça m'amène à la question suivante. Qu'est-ce que tu peux dire en fait à la femme qui veut extérioriser ses sentiments et qu'elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas eu ce genre de parents ou ce genre de vie
J'ai vu beaucoup de femmes comme ça qui ont peur d'extérioriser leurs sentiments. Ça reste en dedans. Oui, c'est très difficile et honnêtement, j'ai pas une recette miracle parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte ici. Il y a d'abord la personnalité individuelle et on est toutes différentes. Certaines femmes, Mhm. moi, je suis extrêmement extravertie. Oui. Alors, même off the chart, c'est-à-dire beaucoup plus que le commun des mortels. Oui, Ce qui on fait voit ça, on remarque ça dans tes publications, dans tes parutions. Et c'est vraiment génial. Moi, j'adore. Ah, c'est très gentil de dire ça. Donc, pour moi, c'est très naturel de dire tout ce qui me passe par l'esprit. Je suis une personne qui a toujours été très authentique et transparente. Donc, tout ce que je ressens, je le partage et je sais que c'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. Je le vois dans mon entourage. Je vois des gens qui finissent par me dire quelque chose et je me dis, mais pourquoi tu n'as pas partagé ça avant avec moi? Parce que ça m'aurait aidé à mieux te comprendre, mieux comprendre ce que tu vis. Et pour moi, ça a été extrêmement salvateur, en fait, hein, parce que quand je ressens quelque chose, surtout une situation difficile ou des questionnements, etc., j'ai tout de suite besoin de l'extérioriser, j'ai tout de suite besoin d'en parler. Et je pense que quand ça vient d'une approche bienveillante, d'une approche positive, d'une personne qui veut en fait simplement améliorer son sort et le sort des gens qui l'entourent, c'est bien accepté. Et donc, je pense que la combinaison d'une part d'une famille extrêmement ouverte, très en avance sur son temps, très à l'écoute et empathique, et moi qui, de toutes les manières, avait vraiment cette approche dans tout ce que je fais, qui est de dire ce que je ressens, d'être à l'aise de partager, etc. Bah, ces deux choses-là ont fait que finalement, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Alors, pour celles qui ont un petit peu plus de mal de sortir de leur coquille, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'est-ce qui est la pire chose qui pourrait arriver? Donc, Hmm. imaginez que vous partagez votre sentiment ou vos inquiétudes ou vos craintes ou vos questionnements. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce que la personne en face de vous pourrait faire ou dire quel impact cette personne pourrait avoir sur vous qui serait négatif? Et la plupart du temps, c'est rien du tout. C'est dans notre tête. C'est C'est ça. des peurs qui sont pas fondées. C'est ça. Quel est le pire qui peut arriver, en fait? Tu vas obtenir peut-être un non, mais bon, tu aurais Voilà. essayé au moins. Et si on n'essaye pas, eh bien, c'est toujours non, Oui. forcément. Puisqu'on n'essaye pas, il n'y a aucune porte qui va s'ouvrir. Alors que si on essaye, c'est pas 100% sûr que la porte va s'ouvrir, mais il y a des chances. Et comment qu'on fait pour faire face à l'adversité? Parce que je t'ai entendu à un moment donné dans un discours où ce que tu disais que 1 sur 2 allait faire face à l'adversité et la vie, c'est 20% ce qui nous arrive et 80% comment on réagit. Moi, pour moi, la résilience, c'est une caractéristique clé pour toute personne, leader ou pas leader, pour toute personne qui veut tout simplement avancer dans sa carrière, dans sa vie de famille, dans sa vie de couple, dans sa vie amicale, dans sa vie professionnelle. La résilience est clé parce que si on rencontre une adversité, puis comme tu viens de le mentionner très justement, on va, pour la plupart d'entre nous, faire face à un mur tôt ou tard, et on va tomber. Et c'est normal. On ne dit pas aux gens, vous ne devez jamais avoir d'échec. On ne dit pas, vous ne devez jamais vous effondrer devant une épreuve difficile. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas rester par terre, ou du moins pas trop longtemps. Donc, il faut assez rapidement être en mesure de prendre sur soi, et ça, c'est pas toujours inné. Il y a des choses qui sont innées là-dedans. Il y a des personnes qui, dès la naissance, sont plus résilientes que d'autres parce que c'est hormonal. Mhm. Et il y a des personnes dont la personnalité va être plus, disons, conducive. Je ne sais pas si ça se dit en français, en tout cas, in English, conducive, more conducive, pour se relever. Donc, des personnalités qui vont avoir l'habitude de se dire, bon, OK, ce que je viens de vivre a été terrible, difficile, mais ça ne sert à rien de continuer à s'apitoyer sur mon sort. Donc, la pitié, le sentiment de pitié, que ça vienne des autres ou de soi-même, c'est le pire.
il ne faut surtout pas être en mode victime parce que c'est la pire façon de se reconstruire. Donc, quand on parle, moi pendant longtemps, Jana, je ne parlais même pas de mon passé, je ne parlais même pas de la guerre, je ne parlais pas de ce que j'avais vécu parce que je ne supportais pas le regard des autres qui semblaient se dire, oh, pauvre toi, qu'est-ce que c'est difficile, qu'est-ce que c'est terrible, qu'est-ce que tu as dû souffrir. Et quand j'étais dans une phase de disons, moins avancée de ma vie ou de ma carrière, ça me paralysait. Je me disais, oh mon Dieu, tout le monde pense que c'est tellement terrible ce que j'ai vécu, ça doit être terrible et peut-être que je ne devrais pas réussir comme je réussis. Et dans les faits, c'est ce regard des autres qui nous enferme dans notre statut de victime. Par contre, si on décide de vraiment se positionner comme quelqu'un qui a vécu quelque chose de dur, mais qui est en train de rebâtir, j'ai d'autres projets, et qu'on se focalise rapidement sur ça en disant, voilà comment je vais me sortir de ce que je suis en train de vivre. Et souvent, un nouveau projet, une nouvelle fierté qu'on peut partager va nous aider à se remettre de tout ça. Mais ceci étant dit, c'est un sujet extrêmement vaste. Mais c'est vrai puis, oui. J'ai fait un TEDx là-dessus, d'ailleurs, que tu as probablement vu, qui a peut-être 120 000 vues et qui, je pense, donne beaucoup de trucs et de manières de surmonter des étapes difficiles dans la vie. Et c'est aussi applicable aux hommes qu'aux femmes, en fait. Hein. Mais je l'ai écouté, puis j'ai été impressionnée justement en l'écoutant que c'était à la fin que tu as dit que tu venais d'un pays de guerre, donc l'accent n'était pas vraiment là-dessus. Et tu as juste dit une phrase, j'avais 7 ans quand la guerre a commencé, et j'avais 17 ans. Donc là, on sait toute l'histoire est là, dans une phrase, tu vois. Donc on n'a pas senti que tu jouais à la victime, mais tu donnais juste une information, tu vois, mais t'as passé à d'autres choses après. Je trouvais ça spécial aussi, là. Je veux juste parler aussi de la gouvernance au féminin. Comment ça a été créé, ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire ça? Ben écoute, l'élément déclencheur, je te dirais que c'est ma propre expérience. J'ai eu des postes de direction, des postes de haute direction dans le monde corporatif pendant 25 ans au Canada. Et dans mon dernier emploi, j'étais vice-présidente exécutive d'une des plus importantes firmes d'expertise médicale au Canada. Et je me rapportais à un conseil d'administration d'hommes blancs qui avaient à peu près tous le même âge, qui avaient fait les mêmes études, qui allaient jouer dans le même terrain de golf et tout. Et je réalisais jusqu'à quel point il y avait un manque d'innovation dans les discussions, un manque de richesse, un manque de perspectives diverses. Et je me disais, mais c'est quand même impossible qu'il y ait à ce jour un tiers des conseils d'administration au Canada où il n'y en a même pas une seule femme. Il n'y a même pas une femme à la table. Et quand on regarde les entreprises, les 500 plus grosses entreprises du Canada, le FP 500, il y a 4,4% de femmes PDG. Alors vraiment, j'étais complètement déstabilisée en me disant, bon, moi, j'ai quand même réussi à atteindre un poste de très haut niveau, mais comment se fait-il qu'autant de femmes qui avaient gradué en même temps que moi se sont bloquées à des postes de mid-management et n'ont pas réussi à aller plus haut et à progresser. Et sachant que l'apport des femmes dans les organes décisionnels est tellement clé et tellement important pour que les entreprises puissent innover, pour qu'elles puissent développer des nouveaux produits, pénétrer des nouveaux marchés, être plus concurrentielles, je trouvais vraiment ça absurde. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches pour mieux comprendre ce qui se passe au Canada, comparé avec d'autres pays qui avaient des législations qui forçaient les entreprises à avoir des femmes dans les organes décisionnels, etc. Et je me suis dit, il faudrait que je sensibilise les femmes à ce qu'elles doivent faire, à ce qu'elles doivent modifier, à ce qu'elles doivent implanter dans leur propre cheminement de carrière pour faire avancer leur carrière. Au bout de quelques années, j'ai réalisé que bon, c'est important, les programmes de mentorat, les conférences, les panels de discussion, les formations en gouvernance, mais ça ne suffisait pas parce que ces femmes retournaient dans des milieux d'affaires qui étaient conçus par des hommes pour des hommes et elles avaient du mal à avancer. Et c'est là qu'en 2017, j'ai lancé la certification parité avec mon équipe et avec le soutien pro bono de McKinsey et compagnie qui nous ont aidés donc à
créer finalement cette certification qui est un peu comme un questionnaire sur 80 points où les entreprises vont être en mesure d'évaluer, d'auto-évaluer leur degré d'inclusion des femmes en termes de recrutement, rétention, rémunération, formation des femmes, etc. Et on a vu une différence énorme depuis qu'on a lancé ça en 2017. Et aujourd'hui, on a vraiment réussi à resserrer l'écart entre les genres dans beaucoup de géants de notre économie. Et aujourd'hui, 700 000 employés au Canada travaillent pour une entreprise qui a la certification parité de la gouvernance au féminin. Donc, c'est assez immense. Et on a lancé ça aussi aux États-Unis avec beaucoup de succès en 2020. Et on est en train de lancer en France aussi pour 2023. Donc, Oui, j'ai vu ça. Mais est-ce que tu voilà. trouves que l'homme est réceptif face à la parité homme-femme? Oh, Oui. la plupart, oui. Oui. La plupart, d'abord, comprennent que c'est dans leur intérêt également, comprennent qu'il y a un retour sur investissement. Oui. Et puis, oui, on a fait énormément de progrès à ce niveau-là et on a, nous, beaucoup d'hommes qui sont impliqués d'ailleurs à la gouvernance au féminin. C'est-à-dire que notre conseil d'administration, par exemple, est coprésidé par un homme, Norm Steinberg, avec une femme, Monique Leroux, la première femme à la tête d'une institution financière d'envergure au Canada, Desjardins. Donc, le rôle des hommes chez nous est instrumental. On a des hommes dans notre équipe permanente, on a des hommes dans tous nos comités, dans notre conseil d'administration également. Mais bravo, félicitations, c'est vraiment une belle mission. Et qu'est-ce qui fait que, en fait, le système de soutien à l'entrepreneuriat est encore masculin dans ses codes, dans ses pratiques, dans ses valeurs, malgré, même si l'accompagnement aux femmes entrepreneurs avance et se développe, on sent encore ça. Mais c'est sûr que les personnes qui détiennent les cordons de la bourse, hein, malheureusement, ce sont principalement des hommes et leur biais inconscient freine beaucoup leur élan quand il s'agit de prêter à des femmes. On le voit dans la manière dont ils posent les questions. Ils vont souvent demander à une femme quel est son plan B si elle n'arrive pas à faire décoller son entreprise, alors qu'ils vont demander à un homme quel est son plan de croissance et d'exportation si jamais les choses vont bien. Mm. Alors ça, c'est vraiment déplorable. Je te dirais que nous, à la gouvernance au féminin, on ne travaille pas énormément avec les entrepreneurs, on travaille surtout avec les grandes et très grandes entreprises, mais c'est une constatation qu'on fait parce que forcément, dans cet écosystème de l'avancement des femmes, eh bien, les femmes entrepreneurs jouent un rôle essentiel. Il y a une phrase que tu as dit à un moment donné, je l'ai entendue dans une de tes discours et ça m'a frappé. The power we women hold within us is a light that loses nothing by being shared. Et je la trouve tellement merveilleuse cette phrase. Mais je voulais savoir si c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Est-ce que c'est vrai que nous avons cette lumière en dedans de nous et comme femme, on la partage pas nécessairement avec les autres. Ça m'a amené à penser à un mot que Brené Brown dans son Atlas of the Heart, elle décrivait, c'est un mot allemand, qui s'appelle Schadenfreude et qui voulait dire que on tire plaisir de la souffrance de l'autre ou de la misfortune of others. Sometimes we have this pleasure inside. So, qu'est-ce qui Alors fait moi, j'ai tellement de difficultés avec ça, justement, là, la jalousie, la mesquinerie. ouais, J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai un groupe de femmes extraordinaires qui m'entourent. D'ailleurs, tu en as rencontré un bon nombre, qui sont des oui, femmes extrêmement bienveillantes, oui. extrêmement solidaires. Je pense que chaque femme devrait s'assurer d'avoir un espèce de comité aviseur autour d'elle, de femmes accomplies qui ont réussi et qui n'ont rien à prouver, ou même si ce ne sont pas des femmes qui sont à des très hauts niveaux, hein, on s'entend. Moi, j'ai la chance quand même d'avoir eu une carrière prolifique qui fait que
ça attire d'autres femmes qui ont eu aussi des carrières prolifiques, mais je veux dire, à tous les niveaux, même quand j'étais dans des postes vraiment beaucoup plus d'entrée, je m'assurais toujours de m'entourer de femmes plus belles, plus intelligentes, plus riches, plus Et on se intéressantes que nourrit de moi ça, oui. parce que je voulais apprendre, parce que je voulais Oui. devenir comme elles. Et j'ai beaucoup de mal avec les femmes qui critiquent d'autres femmes ou qui essaient de rabaisser ou de descendre les autres femmes. Mais d'une part, il y a ce côté-là que je trouve très difficile, mais j'ai, avec l'âge, appris à reconnaître celles qui sont toujours là pour moi, celles à qui je peux montrer mes vulnérabilités sans avoir peur qu'elles utilisent ça contre moi et à me débarrasser des femmes qui, elles, peut-être m'utilisent, utilisent mon réseau, utilisent mon image et ne sont pas toujours là pour les bonnes raisons. Tu es capable de les détecter? Écoute, avec beaucoup de temps Oui. et d'échecs, parce que honnêtement, je suis tellement quelqu'un qui fait confiance à tout le monde, parce que je suis tellement authentique et je m'attends à ce que tout le monde soit comme moi, je crois tout ce qu'on me dit. Et parfois, ce sont mes amis, par exemple, les femmes exceptionnelles qui m'entourent, que tu as rencontré plusieurs de ces femmes entrepreneurs, qui vont me dire, ah, je ne sais pas si cette personne est vraiment là pour les bonnes raisons autour de toi, fais attention, etc. Mais souvent, il faut que moi, je me heurte et que je me rende compte que la personne a fait des choses qu'une personne bienveillante ne devrait pas faire. L'autre chose, par contre, c'est qu'il y a aussi des femmes qui elles-mêmes se privent de briller, se privent de parler de leurs accomplissements parce qu'elles ont peur qu'on pense qu'elles sont trop vaniteuses ou pour qui elle se prend celle-là, etc. Alors que les hommes sont très à l'aise de parler de leurs accomplissements. Et moi, ce que je dis toujours, je dis au contraire, faites en sorte que votre lumière, votre message inspire d'autres. Et n'essayez pas de vous rapetisser ou de vous rétrécir pour que tout le monde se sente à l'aise autour de vous. Parce que s'il y a des personnes qui sont mal à l'aise parce que vous êtes too much, trop de succès, trop de confiance en soi et tout, mais ces personnes-là, ça ne m'intéresse pas, moi. Si quelqu'un est mal à l'aise en ma présence parce que je suis too much, ben, je trouve ça très dommage. J'aimerais que cette personne-là, au contraire, se disent, moi aussi, je veux être comme ça. Moi aussi, je vais prendre ma place. Moi aussi, je vais parler de mes accomplissements. Et je voudrais qu'on s'élève toutes ensemble et non pas essayer de retenir celles qui s'élèvent parce que ça nous met mal à l'aise et qu'on voudrait qu'elles restent à notre niveau. Au contraire, il faut qu'on y aille tout ensemble. Mais ça prend quoi? Ça prend l'éducation, ça prend l'information, ça prend quelque chose pour que les femmes soient sensibilisées à ça. Parce que je pense qu'on a ça des fois en dedans de nous, inconsciemment. Ben, il y a beaucoup de ce qu'on a pu vivre dans notre famille, de ce qu'on nous a dit quand on était jeune, quant à la place des femmes, quant à la façon dont les femmes peuvent show up, comme on dit en anglais. Donc, mais ça se travaille. Je pense que des entrevues comme ce que toi, tu es en train de faire en ce moment avec ta chaîne YouTube, de sensibiliser les femmes à ce qu'elles peuvent faire pour améliorer leur sort, finalement, pour avancer leur carrière, pour avoir plus de succès, eh bien, ça aide énormément. Parce c'est ça, on se lève ensemble en supportant l'une l'autre, mais on se lève comme communauté, là, c'est sûr. Exactement. Et est-ce qu'il y a deux personnes, et que j'aimerais savoir s'il y a deux personnes qui ont influencé ton cheminement, que ce soit personnel ou professionnel? Deux personnes qui ont influencé mon cheminement. Écoute, honnêtement, j'ai jamais eu une ou un mentor comme tel, bien que je prône beaucoup le mentorat et on a un excellent programme de mentorat d'ailleurs à la gouvernance au féminin. Mais moi, je me suis montée comme un comité aviseur. Donc, je ne peux pas te nommer deux personnes parce qu'il y a tellement de personnes qui ont eu un impact tellement important dans ma vie. Pour, d'une part, surtout quand j'étais plus jeune, me calmer quand tout de suite, quand j'étais trop excitée et que je voulais faire des choses sans réfléchir et que parfois mes émotions prenaient le dessus.
ou pour me dire, oui, tu es sur la bonne voie, c'est ça, continue à faire ça, etc. Donc, je te dirais que pour moi, c'est vraiment clé d'être à l'écoute. Je suis extrêmement à Oui, l'écoute. Je finis toujours par faire ce que moi, j'ai décidé de faire, oui, mais je oui, ne le fais pas sans l'opinion des autres. Et je vais te dire une chose importante, Diana, c'est que ce n'est pas juste les personnes qui sont plus avancées dans leur carrière et plus âgées que moi que j'écoute. J'écoute aussi des plus jeunes. oui. Je suis très à l'écoute des personnes dans mon équipe et parfois je change mon opinion ou je change ma décision parce que elles m'ont apporté un éclairage auquel moi je n'avais pas pensé. Et c'est pour ça que pour moi c'est essentiel de m'entourer de gens qui ne pensent pas comme moi. Je ne cherche pas des clones de Caroline Cotzi parce que j'ai déjà moi. Je peux me Oui. regarder dans le miroir et me parler toute seule. Je cherche des gens qui pensent différemment et qui vont peut-être me sensibiliser à des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Et tu vois, c'est comme si tu me disais, bah, écoute, je veux faire telle ou telle chose et tout ce que tu me dis, je te dis, Diana, bravo, quelle bonne idée, oui, fais ça. Ça Oui. t'apporte pas grand-chose. Non. Et si des fois je te dis, bah attends, juste garde ceci ou cela en tête, fais attention à ça et que tu n'y as pas pensé, peut-être que je viens de te sauver la vie, la façon de parler. C'est Et ça. pour moi, Oui. je suis très ouverte au feedback et très ouverte à l'opinion des autres. Parce que c'est ça, quand on a un cheminement, je pense, c'est connect the dots. Tu vas rencontrer des gens qui vont connecter tous ces points-là ensemble. Moi, je l'ai remarqué dans mon cheminement des fois. Ils sont là pour les bonnes raisons, puis on ne sait pas des fois pourquoi ils sont là, mais ils sont là parce qu'il faut connecter ces points-là. Et est-ce qu'il y a un mythe que tu aimerais discréditer dans ton métier ou dans tout ce que tu fais ou tu aimerais défaire? Écoute, bah, le mythe que j'aimerais défaire, euh, c'est le fait que trop souvent, on a l'impression que les femmes n'ont pas les mêmes capacités de leadership que les hommes ou que les femmes devraient copier le style de leadership des hommes. D'après moi, le meilleur style de leadership n'est ni le leadership féminin ni le leadership masculin, mais un leadership qui est extrêmement ouvert aux deux approches et qui combine les deux approches. Je m'explique. Je pense vraiment que les femmes ont certaines qualités uniques, que ce soit l'empathie, l'écoute active, le leadership très démocratique. Elles ont vraiment des qualités d'intelligence émotionnelle Hmm. que les hommes n'ont pas toujours. Ils peuvent avoir, mais non pas toujours. Mais il y a plus de femmes qui vont avoir ces qualités-là que d'hommes. Parce que c'est plus naturel pour nous, parce qu'on a été élevés to care for others, pour se soucier des autres, nos parents, nos enfants, notre entourage. Donc, on a cette capacité naturelle à mettre les autres de l'avant, ce qui, en tant que leader, est extrêmement important. Par contre, les hommes ont des styles de leadership aussi, des caractéristiques de leadership extrêmement utiles pour atteindre des objectifs et que nous devrions adopter et adapter à notre style, comme par exemple la capacité de demander. Les hommes, ils demandent ce qu'ils veulent. They go after it. Ils veulent un poste, ils veulent une augmentation, ils veulent une promotion, ils veulent un siège dans un conseil d'administration. Ils le disent, ils sont à l'aise, ils parlent de leurs accomplissements, leurs réussites. Voilà qui je suis, voilà ce que j'ai fait, voilà le meilleur. Les femmes ont beaucoup de mal avec ça. Les hommes vont utiliser la raison avec beaucoup d'intelligence et les hommes vont aussi il y a certaines caractéristiques féminines que j'aime pas beaucoup et que les hommes n'ont pas, comme justement on en parlait, la jalousie, un peu de mesquinerie, etc., ou hold a grudge, ou en vouloir à quelqu'un. Les hommes sont pas comme ça. Et ça, je trouve ça formidable. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je n'ai jamais, il y a personne que je déteste ou que je dis ah jamais, etc. Moi, quand je vis une déception de quelqu'un, etc., bon, je suis déçue de la personne et puis je ne laisse pas ça
me miner. Parce que c'est moi qui souffre, sinon c'est moi qui souffre. Et tu Et donnes tu donnes plus de pouvoir à l'autre, en fait. exactement, tu donnes plus de pouvoir à l'autre, c'est très bien dit. Et c'est pour ça que j'estime que si on peut garder son leadership féminin et y ajouter des caractéristiques de leadership masculin, c'est là qu'est le meilleur leader. C'est pas le leader homme ou le leader femme, c'est celui ou celle qui est capable de combiner les deux. Et tes décisions, comment tu les prends? Est-ce qu'elles sont basées sur l'émotion, sur la logique? Est-ce que ça te prend du temps pour réfléchir où tu les prends? Plus qu'on dirait, plus qu'on pourrait penser, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de tout comprendre, tout analyser, Avant de voir décider. toutes les conséquences, toutes les possibilités, et ensuite je vais agir très vite. Mais j'ai besoin de tout comprendre. Et oui, l'intuition joue un rôle quand même. J'ai en général une intuition très forte et quand je ne la suis pas, je suis souvent déçue. Je me dis, ah, j'aurais dû m'écouter, je le savais. Ah, tout à fait. L'intuition, elle est réelle et je pense qu'avec l'âge, l'intuition se raffine. On reconnaît des signes et on est capable donc d'évaluer si ce serait important d'agir ou pas. OK. Et puis là, on a presque, en fait, j'aurais pu passer des heures, mais c'est tellement Ah, agréable et tellement enrichissant de pouvoir parler avec toi. C'est incroyable. mais Mais, c'est très gentil, puis tu mènes cette entrevue d'une main de maître, alors, de maîtresse. oh, merci, merci beaucoup. Une chose que les gens pourraient savoir sur toi, mais qu'on ne le trouve pas sur les réseaux sociaux. Écoute, une chose dont je ne parle pas très souvent, c'est le fait que quand j'étais adolescente, j'étais punk. Alors, Oh, voilà. Caroline Ah Punk. oui, Wow. oui, oui. Alors, écoute, j'ai passé par toutes les couleurs de cheveux, par les cheveux à cette longueur-là. J'avais les cheveux jusqu'aux fesses et du jour au lendemain, je les ai coupés en brosse comme pour aller à l'armée. J'ai été blonde platine. J'ai J'ai eu jamais, des cheveux, j'ai eu j'aurais des jamais cheveux deviné ça. de toutes les couleurs. Donc, voilà, j'ai eu une période comme ça et ça a duré quelques années pendant l'adolescence. Voilà. Mais mon Dieu, à te regarder comme ça, j'en aurais jamais su que tu étais un punk. Tu es vraiment la finesse, la beauté, l'élégance incroyable. C'est très gentil, mais j'espère donner comme ça un petit peu d'espoir à des Oui. parents d'ados qui ont peut-être des looks qui les désespèrent. Faut garder espoir. Et la dernière question, un conseil que tu aimerais peut-être donner aux femmes qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter en fait, pour les aider à pousser, à croire en elles, ne pas abandonner, à essayer, ne pas attendre le bon moment pour essayer, quelque chose que tu peux leur dire. Je vais juste te dire une petite chose que j'ai pas inventée, que je pense qu'on connaît bien, c'est qu'il n'y a jamais rien de magique qui arrive à l'intérieur de notre zone de confort. Mhm. Donc, Oui. selon nos ambitions, si vraiment on veut que quelque chose de magique nous arrive, et ça ne peut pas arriver sans un petit peu d'inquiétude, un petit peu de peur, un petit peu de nuit blanche, mais ça vaut la peine. Mais Caroline, merci beaucoup de cette belle entrevue. Merci à toi, ma chère Diana.